Alors bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce 26e observatoire de l'IPUB, opéré par Oliver Wyman. Je vais laisser la parole dans quelques instants à Emmanuel Amiot. Je tenais à préciser que vous pouvez poser toutes vos questions ou vos remarques sur un chat pendant que vous regardez ce streaming, et on espère qu'elles seront nombreuses. Et je vais vous retrouver à la fin de cette présentation avec Gauthier Piquet, président de l'UDECAM, pour dire quelques mots de conclusion. Emmanuel, c'est à toi. Merci Sylvia. Bonjour à tous, et je suis ravi d'être là dans ce bel auditorium de TF1 et de m'adresser à vous ce matin pour ce 26e observatoire de l'IPUB. Donc à la fin de cette présentation, je relaisserai la parole à Sylvia ainsi qu'à Gauthier Piquet. Comme on va balayer en fait de manière assez traditionnelle les différents leviers de la publicité digitale, le display, le search, le social. On fera quelques petits zooms sur le retail média, et puis on tracera les perspectives pour l'année 2021 en termes de tendance, mais aussi en termes d'impact réglementaire. Ce qu'il faut rappeler en introduction, c'est un peu de méthodologie. On est ici sur des chiffres qui sont déclarés à la fois par le SRI, qui ne représentent pas toute l'offre, des données que Oliver Wyman travaille à partir de données publiques, d'entretien, qui nous permettent d'estimer les chiffres des non-membres du SRI, et enfin les agences membres du LIDECAM, qui ne représentent pas non plus toute la demande. Donc on est sur une vision des recettes éditeurs médias, donc une vision sell-side du marché. Et cet observatoire a pour vocation de donner les principaux messages, les principaux résultats. Vous avez en plus en annexe en fait des chiffres plus détaillés. Je ne vais pas revenir très longtemps sur la philosophie de l'observatoire, juste pour mentionner qu'on enrichit l'ensemble de ces chiffres par une quarantaine d'entretiens qu'on a menés au cours du dernier semestre pour bien comprendre les tendances, pouvoir donner un peu de couleur à ces résultats. Et je remercie tous ceux qui ont bien voulu nous donner de notre temps. C'est toujours très apprécié et permet de nourrir la compréhension de ce marché. On a aussi pris le parti de corriger des chiffres lorsqu'on avait des informations et des chiffres adaptés par des publications publiques, que ce soit de Google, de Facebook, etc., qui nous permet à chaque fois de privilégier la précision et la nouveauté de l'information. À ce titre, on a corrigé 2-3 chiffres de notre précédent observatoire et du précédent semestre. Ce que tout le monde attend, je pense, c'est la big picture. Qu'est-ce qu'on voit? On est sur une croissance très forte de la publicité digitale ce semestre, avec une croissance de 42% au S1 2021. Ce qui représente, et c'est toujours important de se replacer dans une conjoncture si exceptionnelle et si spéciale marquée par le Covid, de se comparer aussi par rapport à S1 2019. On a connu en effet au S1 2020 une petite baisse de 4% par rapport au S1 2019, ce qui fait qu'au total, on a une croissance de 37% par rapport à S1 2019. Donc énorme croissance de l'ensemble de la publicité digitale. Donc on voit bien la crise du Covid en fait nous met sur une nouvelle tendance. L'ensemble de l'économie a accéléré sa digitalisation, et le marché de la publicité digitale est un très bon exemple de l'accélération de cette digitalisation. Bien entendu, on a vu beaucoup d'annonceurs, beaucoup de secteurs reprendre petit à petit le chemin des investissements, y compris alors au Q1, mais encore plus au Q2, qui a été un trimestre d'accélération très forte, à la fois pour la croissance de l'alimentaire, de la distribution, de la grande distribution, de la banque, de l'assurance, des services IT, des services B2B, une reprise aussi de l'auto, et petit à petit aussi une reprise du tourisme et du voyage. Donc on voit ce Q2 en fait qui nous fait aussi augurer d'une très bonne année globale 2021. On reviendra sur les perspectives à la fin de cette présentation. C'est toujours intéressant aussi de se replacer un peu
regarder en arrière, sur plus long terme, comment s'est comporté le marché depuis 2013. C'est un marché en forte croissance. Beaucoup rêveraient d'être sur ce genre de marché à 14% de croissance annuelle. On était à 2,8 milliards de marché en 2013. Et c'est là où on voit qu'on a un phénomène d'accélération, puisque sur le S1 2021, on est maintenant à un taux de croissance, si on l'annualise de 2019 à 2021, de 17% versus le taux de croissance historique du marché de 14%. C'est là où on sent que la crise du Covid est une sorte aussi de rupture et de rebond et d'accélération du digital, comme le montre cette différence entre le 14% historique et le 17% qui est la croissance ou la nouvelle tendance qu'on peut sans doute imaginer sur la publicité digitale. Et quand vous voyez la barre bleue sur la slide, la dernière, qui est uniquement le S1, vous pouvez imaginer le S2 se rajouter et la tendance à la croissance et l'accélération de ce marché se poursuivre. Tous les leviers ont fortement rebondi sur ce premier semestre. Le social, le search et le display ont enregistré les plus fortes croissances. Si on regarde le search, qui est le plus gros marché du digital, il a cru de 43% sur la période, alors qu'il avait rétrocédé 9% sur de S1 2019 à S1 2020. Il représente 40% du mix total pour s'élever maintenant à 1,5 milliard sur le semestre, ce qui fait tout de même, sur la période S1 2021 versus S1 2019, une croissance soutenue de 29%. Donc ça reste le plus gros marché, avec une partie très importante, bien entendu, représentée par Google. Le deuxième levier est le social, qui a, lui, connu une croissance exceptionnelle de 58% sur la période, alors qu'il avait déjà cru du S1 2019 au S1 2020 de 12%, ce qui lui permet d'afficher une croissance assez insolente sur la période de 77% pour dépasser sur le semestre le 1 milliard et atteindre presque 1,2 milliard et représenter 31% du mix total, alors qu'il ne représentait au S1 2019 que 24% du mix. Donc on voit bien que le social est bien entendu derrière une grande majorité de Facebook avec ses différentes plateformes et applications, Instagram, Messenger, WhatsApp, croît dans le mix de manière significative en quelques années. Troisième levier, le display. Le display croît lui aussi, et de manière assez remarquable, de 43% sur le semestre, ce qui compense en fait une baisse qui avait été assez importante. On l'avait montré la dernière fois, de 15%. Donc le display se rebondit fortement, ce qui lui permet sur l'ensemble de la période de gagner 21%. Et sa part dans le mix, cependant, diminue de 2 points. Il était de 20% il y a un an, il est maintenant de 18% dans le mix total. Enfin, les leviers d'affiliation, d'emailing, les comparateurs continuent leur croissance, mais de manière plus mesurée. Ils gagnent 7% dans la continuité un peu d'un semestre 2019 à 2020 qui était lui aussi en croissance. Leur part diminue cependant dans le mix, et on reviendra rapidement sur ces leviers. Donc excellente croissance où on peut voir qu'il y a à la fois aussi un réinvestissement sur les leviers de branding, d'image de marque, qui viennent compléter la recherche de la performance très importante qu'on avait soulignée lors du dernier observatoire, et une tendance aussi de fond qui est tout ce qui est lié au retail et au e-commerce. On va maintenant passer au display pour regarder le display sous différents angles. Comme je disais, très forte croissance du display de 43% ce semestre, après avoir connu une récession assez importante de 15%. Le display, en effet, bénéficie là d'un certain réinvestissement des annonceurs dans leur image de marque et dans le branding, en particulier soutenu par la vidéo.
soutenu aussi par des opérations spéciales. C'est un secteur et un levier qui avait fortement souffert, et plus en comparaison des autres, cette dernière année, mais qui montre que dans ce contexte de sortie de crise du Covid, le display a rassemblé beaucoup d'annonceurs des différents secteurs et reprend un allant assez important. Comme d'habitude, on a distingué 4 grands types sur le display. C'est toujours intéressant de voir qu'est-ce qui a plus ou moins fonctionné, en commençant par l'édition et l'info, qui représentent le plus gros secteur du display. Donc derrière, on a bien à la fois la PQR ou la presse nationale, on a aussi les grands portails d'infotainment, on a Webedia, on a Unify, on a Orange, on a Yahoo, et d'autres, bien entendu, qui a connu une croissance très importante de 45% sur le semestre, après avoir connu au S1 2020 une décroissance de 16%. Donc ces portails d'édition et d'info, ces sites de la presse bénéficient là d'un rebond assez important de leurs inventaires historiques, la valorisation par les annonceurs, la valorisation aussi de la possibilité de mettre de la vidéo, des opérations spéciales, de plus en plus de brand content, de plus en plus de partenariats aussi avec des influenceurs lors des opérations spéciales. Et ce segment du display, dans une certaine mesure, peut représenter aussi une alternative assez intéressante aux réseaux sociaux. Donc très très forte croissance de l'édition et info. Deuxième segment, la télé et la radio, qui représente le secteur le plus resserré du display, avec 90 millions, mais qui lui connaît aussi une bonne croissance, 34% sur la période. On retrouve ici les actifs digitaux des TF1, de M6, de Canal et d'autres, qui ont connu durant ce semestre des audiences télé assez fortes, qui atteignent presque 4 heures par jour sur la période, et une accélération très forte de la vidéo, liée aussi certainement à la tendance de rebond aussi observée sur la télé. On note le lien important entre la télé et la catch-up qui est achetée dans le prolongement de la télévision. Donc c'est une très bonne nouvelle pour la TV et la radio, qui avait connu une décroissance forte de 20% au S1 2020 et qui croît de manière importante. Troisième segment, retail et services, qui pèse une centaine de millions, qui a connu une croissance plus faible de 13%, qui compense à peu près la décroissance qu'ils avaient connue au S1 2020 de 13%. On a ici donc les sites des e-retailers, Amazon, mais aussi Carrefour, Fnac, Darty, et aussi les sites de services comme Le Bon Coin, Se Loger, Solocal. On note donc une croissance de ce segment qui bénéficie de trafic relativement important, qui bénéficie aussi de bons relais et d'accroche avec du e-commerce. Quatrième segment, le streaming vidéo et musical s'envole. On sent bien, en fait, en termes d'audience, en termes de consommation, qu'on est à un point d'inflexion et d'accélération forte, pas simplement en France d'ailleurs, mais un peu dans tous les pays européens du streaming, que ce soit le streaming vidéo ou le streaming audio et musical. Derrière, bien entendu, on a du YouTube, mais aussi du Dailymotion, du Deezer et Spotify. On sent dans les métriques une augmentation de la consommation de ces vidéos et musiques par l'ensemble des Français. Sur l'audio, on y reviendra, mais c'est une vingtaine de millions de Français qui consomment de manière régulière de l'audio digital. On a des temps de visionnage qui s'élèvent, on a des temps de publicité aussi sur ces sites qui augmentent et qui en font un marché à une croissance assez exceptionnelle de 70% sur la période, alors qu'il avait décru de 12%, et qui permet au streaming vidéo et musical d'atteindre maintenant environ 200 millions sur le semestre. Donc le streaming s'envole.
Au sein du display, ensuite, on a regardé une vision par format. Et par format, la première nouvelle, c'est que la vidéo a pris maintenant le lead sur le format display pour la première fois de cet observatoire, puisque la vidéo représente maintenant 300 millions de recettes, représente 45% du mix et a cru de 57%. Donc très forte croissance sur la vidéo. Bien entendu aussi, derrière cette croissance, on a des plateformes comme YouTube. On a vu le retour de campagnes de branding importantes ce semestre et des campagnes de branding qui s'accompagnent aussi de plus en plus de métriques de performance et qui essayent d'allier les deux de plus en plus, et soutenues aussi par l'accélération du live shopping, qu'on ne voit pas encore dans les statistiques parce qu'on n'est pas capable de le segmenter de manière claire pour cet observatoire, mais on sent bien que le live shopping est une tendance importante. Deuxième format, le classique, qui passe donc derrière la vidéo, en croissance plus mesurée de 36%, qui atteint 268 millions, et dont la place dans le mix reste à peu près étale par rapport à S1 2019 à 2021. Donc le classique, on peut dire qu'il est à la fois adapté à une bonne performance et adapté au brand content. Il est aussi moins cher que la vidéo et correspond aussi à certaines attentes des annonceurs en termes de prix impact. Donc il répond à une vraie demande d'un certain type d'annonceurs et continue donc sa croissance. Ensuite, on a les opérations spéciales, troisième segment, qui sont à 87 millions, qui ont connu une croissance de 25% et qui bénéficient là aussi de ce retour d'investissement dans l'image de marque, dans le branding et qui bénéficient aussi de l'émergence du live shopping qui est un peu à cheval entre la vidéo et les opérations spéciales. Enfin, l'audio. On l'avait déjà dit dans les observatoires précédents, l'audio reste un petit marché, mais on voit que sa forte croissance continue, plus 50% lors du dernier semestre, il atteint maintenant 19 millions d'euros, ce qui reste petit, mais d'après nous prometteur, et quand on voit les marchés américains à très fort potentiel, on a en effet une vingtaine de millions d'utilisateurs de l'audio digital en France, et on est certainement sur un marché encore peu mature, amené à poursuivre très fortement sa croissance dans les années à venir. Petit focus sur la vidéo, qui est, comme on l'a dit, en très forte croissance, plus 57%, donc plutôt un très fort rebond, puisque, en effet, la vidéo avait beaucoup perdu l'année dernière, avec une perte de 20% du S1 2019 à S1 2020. La vidéo qu'on décompose toujours entre la vidéo in-stream et la vidéo out-stream, on observe que la vidéo in-stream continue une croissance importante de 59% et donc renforce son poids dans le mix. L'in-stream représente maintenant 91% du mix pour laisser 9% à l'outstream. On a donc une vidéo in-stream qui continue à croître avec des plateformes comme YouTube, Dailymotion, avec ces temps de visionnage qui s'accroissent, mais aussi avec un certain nombre d'éléments structurels qui favorisent la croissance de ce marché, comme l'achat en open auction, le programmatique, des contenus premium, et puis aussi de plus en plus de l'utilisation de la data ou de plateformes d'insight qui permettent du ciblage de plus en plus précis et qui renforcent la pertinence du levier pour les annonceurs. Ensuite, on a fait un petit focus sur l'audio digital. Petit segment, en effet, mais d'après nous, assez prometteur, qui a connu une forte croissance avec 20 millions, 19 millions, ça reste un petit marché. On distingue 4 types d'acteurs sur ce segment.
Premièrement, les plateformes de streaming qui sont présentes sur l'ensemble de la chaîne de valeur, la production, l'hébergement, la monétisation. Donc typiquement, on a des Spotify ou Deezer et qui représentent environ 50% du marché de l'audio digital et qui génèrent donc 9 millions de revenus. Deuxièmement, les régies généralistes et les réseaux publicitaires qui, eux, vont monétiser, comme Target Spot par exemple, qui représentent 25% de l'ensemble des revenus. Troisièmement, les régies des radios. Les régies des radios qui, eux aussi, sont présentes sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la production, de l'hébergement et la monétisation, avec des régies des radios Europe 1, RTL, Énergie, etc. Donc, ils sont à 20%, eux, des revenus. Et enfin, les hébergeurs des podcasts et l'éditeur, qui, eux, sont plutôt sur la commercialisation et la monétisation, qui restent assez petits en revenus, mais qui, comme l'ensemble de ce segment, sont appelés pour nous à croître fortement dans les années à venir. Ensuite, on a regardé le type de contenu monétisable dans le marché de l'audio digital, qui se décompose en deux types de contenus. Le live streaming qui représente à peu près 70% des inventaires, ou 700 millions d'impressions par mois à fin juin 2021, constitué donc de plateformes de streaming, de radio FM distribuées en digital et de web radio thématiques diffusées uniquement sur FM digital. Donc ça, c'est 70% de la monétisation. Et ensuite, on a tout ce qui est on-demand, avec les podcasts replay, avec les podcasts natifs, produits par les groupes radio ou des producteurs indépendants. Il y a pour nous trois facteurs clés favorables à la croissance pérenne de ce marché. Le premier, c'est cette forte audience qui croît d'année en année, 20 millions d'utilisateurs, mais qui a été en croissance de 33% sur l'année versus 2019. Donc on s'attend à ce que cette audience continue à croître dans les années à venir, et c'est le sous-jacent de ce marché. Deuxièmement, on observe une offre de plus en plus diversifiée et innovante, avec encore beaucoup de potentiel d'innovation. Et troisièmement, c'est sans doute aussi un segment qui est moins soumis aux contraintes réglementaires, qui peut plus jouer sur la contextualisation ou le loguer. Et donc là aussi, un sous-jacent favorable à la croissance structurelle de ce segment. Bien entendu, on est conscient qu'aujourd'hui, l'audio digital est moins mature que d'autres segments. Il doit s'équiper en outils de mesure, en KPI, en mesure de la performance. Il a besoin aussi de scaler ou de se mettre à l'échelle, de bénéficier de volumes plus importants pour améliorer son efficacité et sa pertinence. Et enfin, il est très en retard par rapport au marché américain. On évalue à 4 années le nombre d'années de retard du marché français par rapport au marché américain. Si on continue à croître de cette façon sur l'audio digital, on serait grosso modo au marché américain dans 4 ans. Donc très fort potentiel de ce marché à suivre. On regarde maintenant un petit focus sur le natif qui a connu une croissance assez exceptionnelle de 70%, avec un natif au sein du display seulement qui maintenant s'établit à 25%. Donc très forte croissance du natif qui est le vert clair que vous voyez sur le graphe, qui atteint 170 millions sur le semestre pour représenter donc ce 25% du display. Donc c'est 4 points de plus que le mix qu'on connaissait en S1 2019. Si on prend en fait une autre vision et qu'on rajoute le social qui est par nature natif, la part du natif dans l'ensemble social et display s'élève, lui, à 35%. Donc on peut dire que le natif lui a bénéficié dans ce dernier semestre de l'accroissement des investissements dans l'image de marque et le branding liés à des connexions avec plus d'influenceurs, plus de travail sur le brand content. On sent aussi que
L'entrée de certains acteurs en bourse, je pense à Taboola par exemple, hein, mais demain aussi à Outbrain, montre qu'on est sur une tendance assez favorable du natif. On sent une attractivité du modèle pour des annonceurs ou des éditeurs. C'est un modèle qui permet d'avoir une certaine stabilité ou une certaine certitude de revenus garantis. Donc plusieurs facteurs nous montrent qu'on est sur un marché qui devrait continuer à croître de manière assez importante. Vous pouvez voir à droite dans le graphe qu'en revanche, la distribution du natif entre la vidéo, le classique et les opérations spéciales est assez différente, assez contrastée. Le natif représente une très grosse part sur le classique pour atteindre 43%, part encore importante sur les opérations spéciales. En revanche, une part plus importante sur la vidéo. Ensuite, on a fait un petit focus sur le programmatique. Le programmatique et le non programmatique ont tous les deux cru de manière importante. Mais ce qui est assez remarquable, c'est de focaliser d'abord sur le programmatique, hein, qui a cru de 56% sur la période pour atteindre 382 millions d'euros. Donc il avait un peu décru du S1 2019 au S1 2020. Il regagne fortement. On sent que plusieurs facteurs entraînent ce regain sur le programmatique. D'abord, une croissance des volumes qui est importante, avec plutôt une stabilité des CPM. Deuxièmement, donc des prix qui avaient été plutôt en baisse au dernier observatoire, ce qu'on avait observé en particulier avec l'essor du RTB, mais qui se sont repris et sont maintenant plutôt stables. Et en revanche, on voit un gré à gré qui lui aussi continue à progresser, mais de manière moins importante. On voit que le gré à gré, lui, est bien adapté pour le brand content. Il permet aussi, bien sûr, plus de personnalisation, plus de garanties en tant que telles. Il y a de plus en plus de deals de gré à gré. Donc on a un programmatique qui devrait continuer à augmenter sa part, parce que vous voyez qu'il est passé de 57% au S1 2019 à 65% au S1 2021. Donc de manière structurelle, on a cette part du programmatique qui croît au sein du display, mais qui croît aussi au sein de l'ensemble des revenus. Si on prend en compte le social, le programmatique représente 84% des revenus au S1 2021 versus 81% au S1 2020. Donc on voit là aussi, comme le natif, que le programmatique continue de manière structurelle à croître. Si on le regarde maintenant, le programmatique par mode d'achat, à gauche, vous avez la vidéo. Et sur la vidéo, on a une très forte croissance du programmatique, de 68% sur la période. Donc la vidéo maintenant est essentiellement faite en programmatique à 78%. Là aussi, bien entendu, assez tiré par les grandes plateformes comme YouTube en automatisé. Et les recettes du classique dans une moindre mesure, puisque 57% des recettes du classique sont faites aujourd'hui en programmatique, ce qui est là aussi en augmentation en termes de mix, puisqu'on est à 48% au S1 2019. Donc le programmatique en synthèse a connu un rebond plus soutenu que le gré à gré, quel que soit le format, mais de manière très importante pour tout ce qui est vidéo. Si on progresse sur les autres leviers, en commençant par le search. Donc le search, le levier le plus important de l'ensemble de la publicité digitale en France, a continué une très forte croissance. Je devrais plutôt dire, a connu un fort rebond de 43%, puisqu'il avait plutôt décru de 9% la dernière fois. Il bénéficie d'une bonne dynamique aussi sur le retail search, mais essentiellement, ça reste tout de même un levier derrière lequel nous avons Google comme plateforme très importante,
même si derrière le search, on a aussi du Bing ou Quant. Le search représente donc 40% de l'ensemble des revenus de la publicité digitale. Sa performance a continué à être soutenue par plusieurs facteurs. La recherche de la performance par les annonceurs, la tendance vers l'e-commerce, une forte progression sur la long tail des annonceurs. C'est quelque chose qu'on avait déjà souligné dans les observatoires précédents. On pense que le potentiel de la long tail n'est pas encore totalement atteint. Et donc il y a une demande non encore totalement traitée ni par le search ni par le social, qui représente encore un potentiel de valeur à aller chercher sur ces deux segments. On voit aussi que le search est utilisé pour du branding et pas uniquement sur la performance, et allie de mieux en mieux les deux, branding et performance. Bien sûr, le search a été aidé par la reprise de à peu près l'ensemble des secteurs, y compris récemment du secteur tourisme et loisirs. Bien entendu, le search se fait de plus en plus de manière mobile. On était à 60% sur mobile au S1 2020 et on passe maintenant à 66%, donc croissance de 6 points. C'est très important. Le social, l'autre grand levier qui a connu la plus forte croissance de l'ensemble des leviers, plus 58%, ce qui fait que si on regarde l'ensemble de la période, puisque c'était le levier qui avait continué sa croissance entre S1 2019 et S1 2020, le social avait fait plus 12%, il rajoute 58% à sa croissance. On est donc sur une croissance exceptionnelle de 77%, avec derrière, bien entendu, une position très importante d'un Facebook et ses différentes applications Messenger, WhatsApp, Instagram. Mais aussi, on a du Twitter, LinkedIn, Snapchat, Pinterest. Donc on sent que le social continue et devrait continuer à connaître une croissance importante, puisque continuons aussi ces investissements sur les leviers de performance, en plus d'une bonne présence sur le branding. Continuons à proposer des expériences utilisateurs ultra simples et supportées par des investissements en outils permettant une très bonne automatisation de l'acte d'achat, donc très attractif pour les PME ou les SOO. Et aussi innovant de plus en plus, par exemple par de la réalité augmentée, par exemple par des actions communes avec des créateurs et différents partenariats. Bien sûr, on observe aussi la croissance soutenue de TikTok, de Twitch, de Pinterest aussi, et de Snapchat. L'ensemble des réseaux sociaux est de plus en plus exclusivement mobile, puisque 95% des revenus sont faits en mobile. Voilà, sur le semestre, on a donc un levier social qui atteint maintenant près d'1 milliard, d'1,2 milliard. Je vous laisse faire le calcul pour ce que ça représente en année pleine sur le marché français. Les leviers affiliation, emailing, comparateur ont continué une croissance moins soutenue. L'affiliation, c'est plutôt connu une croissance relativement soutenue à 9% de croissance pour atteindre 163 millions, poussée en particulier par le retail. L'emailing a connu une croissance plus faible, seulement de 3% sur ce marché qu'on a vu partout en très forte croissance, peut-être pénalisé par plus de contraintes réglementaires liées à l'utilisation de l'email avec la donnée personnelle et les impacts du GDPR, et aussi peut-être avec une certaine cannibalisation ou concurrence des réseaux sociaux, parce qu'on peut de plus en plus faire par les réseaux sociaux ce que le mail faisait. Enfin, les comparateurs se comportent plutôt bien, avec 7% de croissance, et on note plutôt une bonne performance sur les secteurs de la banque, de l'assurance, des telcos et de l'énergie.
On a fait ensuite un petit zoom sur le retail média, puisqu'on sent de plus en plus d'engouement et de croissance derrière ce levier qu'on décompose en 2 sous-segments, le display et le retail search. Donc derrière le retail search, on a donc les revenus tirés des liens sponsorisés dans les moteurs de recherche des sites retail, que ce soit Carrefour, Fnac, Darty ou d'autres retailers qui ont leur site. Et le deuxième segment, en moins de proportion, est la partie display qu'on a vu au début. Donc le segment qui connaît la plus forte croissance de loin est bien ce Retail Search, avec 66% de croissance, qui atteint près de 200 millions sur le semestre. Et on sent 4 grands facteurs de croissance structurelle qui nous amènent à être assez optimistes sur la croissance globale du retail média dans les années à venir. Premièrement, une fréquentation très régulière et en croissance des sites des e-retailers. Deuxièmement, la mise à disposition aussi de données très granulaires par l'e-retailer. On voit de plus en plus de plateformes d'insight se mettre en place avec des investissements importants sur des plateformes d'insight permettant de donner aux annonceurs une vision globale de l'impact de leur campagne au plus proche de l'acte d'achat et de la conversion. Toutes les régies des e-retailers mettent en place des plateformes d'activation de la data. Ça, c'est un phénomène très important. Troisièmement, un fort retour sur investissement de ce levier, avec une facilitation du suivi de la performance pour les annonceurs. Et enfin, l'émergence de nouveaux formats, l'innovation de ce segment, en particulier par tout ce qui est live shopping, qu'on suivra certainement de manière plus précise au prochain observatoire. Quelles sont les perspectives pour 2021 ? Donc, il est toujours difficile de faire des prévisions, surtout dans un contexte aussi exceptionnel que le Covid. Ce qu'on observe, c'est qu'on a regardé les différentes prévisions. Pour la France, de manière générale déjà, tous les instituts d'études et d'experts prévoient une croissance de 5 à 32% en Europe ou aux États-Unis pour l'année 2021. En France, ils prévoient plutôt de 5 à 21% de croissance. On voit que la France et l'Italie sont dans les pays qui croîtraient le moins en 2021 par rapport à l'Allemagne, au Royaume-Uni, à l'Espagne ou aux États-Unis. On peut se dire que la France, comme l'Italie, ont peut-être pâti de restrictions liées au Covid plus sévères, de confinements plus sévères, qui peuvent expliquer cette vision-là. Maintenant, quand on prend en compte déjà le premier semestre remarquable qui a été réalisé et qu'on regarde les tendances structurelles qu'on vient d'énoncer sur les différents leviers, malgré en fait aussi les doutes ou les concerns, les inquiétudes qu'on peut avoir concernant les impacts réglementaires qu'on va voir après, on pense que le marché global devrait croître de 25 à 30% sur l'année 2021. Donc 25 à 30%, c'est une croissance en effet très forte, mais vous avez bien vu que sur le premier semestre, on a déjà emmagasiné une croissance largement supérieure. Ce qui fait, si je reprends la slide qu'on avait présentée au départ, sur une longue période, un marché qui pourrait atteindre 7,7 à 8 milliards d'euros sur la France en 2021, donc ce qui est une croissance énorme. Je vous rappelle qu'en 2013, on était à un marché de 2,8 milliards. Et donc cette nouvelle tendance, ou cette rupture de tendance qu'on voit là graphiquement, qui nous ferait passer d'une croissance de 14% par an à une croissance qui est plutôt au-dessus de 14% par an, de 14 à 16%. Alors bien sûr, on ne peut pas imaginer ce marché sans faire attention aux différents aspects réglementaires ou de comportement des grandes plateformes et l'impact que ça peut avoir sur la croissance du marché. On a identifié 4 sujets à regarder avec attention et qui sont des sujets d'inquiétude. Premièrement,
la mise en œuvre des recommandations de la CNIL à partir du 1er avril 2021 sur le consentement. Et aujourd'hui, on sent bien qu'il y a une incertitude sur les taux de consentement et sur leur impact qu'on a pu confirmer dans tous les entretiens qu'on a menés. Une incertitude assez importante. On a aujourd'hui des mesures hétérogènes. On n'a pas d'information, en effet, si le consommateur choisit d'out-outer. Et on a une prise en compte ou non des taux de rebond. Donc on voit cette hétérogénéité des mesures. On voit tous les acteurs qui mettent en place des optimisations, des alternatives d'accès, des consent walls, des cookie walls, des paywalls, etc., mais sans conclusion en fait convergente à ce stade. On voit la monétisation des inventaires non consentis qui est très inférieure à celle des inventaires consentis, supérieure à 70%, donc ça c'est une perte de valeur assez importante, voire une monétisation totalement impossible dans certains cas en fonction de la technologie utilisée. Et donc tout ça sont des incertitudes qu'on va sans doute pouvoir mesurer aussi de mieux en mieux, mais qu'on n'est pas capable de mesurer de manière certaine aujourd'hui. Deuxièmement, on a l'Apple ATT, donc l'impact de l'iOS 14.5, qui finalement impose un parcours utilisateur qui est complexifié, avec une mise en œuvre des applications iOS qui ne sont pas encore alignées avec les recommandations de la CNIL. Si on regarde juste ce qui se passe aux États-Unis, on voit qu'en fait on a un taux de consentement qui est uniquement de 25% sur iOS 14.5 à juin 2021. Donc juste data point est assez inquiétant. Ce qui explique aussi qu'il y a une mobilisation forte des acteurs et des prises de position fortes de l'écosystème. Par exemple, dépôt de plainte du SRI, de l'IAB France, de l'UDECAM contre Apple en octobre 2020, ou par exemple le dépôt de plainte de l'Association des startups de France Digital. Troisièmement, on a le Digital Services Act, et vous le savez, il y a cette volonté de réguler la publicité ciblée, ne pas l'interdire, mais au moins mieux la réguler par les parlementaires européens, qui est à suivre dans les prochains mois. Et enfin, le sujet de la fin des cookies tiers, dont on a beaucoup parlé. Vous avez tous suivi l'annonce de Google qui reporte à mi-2023 l'abandon des cookies tiers, mais qui, tous les acteurs, même s'ils poursuivent leurs efforts dans la recherche de solutions alternatives, comme la first party data, le contextuel, l'ID unique, etc., on voit bien, sont tout de même dépendants de la roadmap et des conditions imposées par Google. Le dernier sujet important, c'est bien entendu la transition écologique, sur lequel on fait ressortir 3 messages clés. Le premier, c'est qu'on a une sensibilité accrue des marques et des annonceurs à ce sujet de la transition écologique. Que ce soit par du contenu de publicité de plus en plus orienté green, par une demande croissante des annonceurs de mesurer l'impact carbone de leur campagne publicitaire, ou par l'exigence grandissante envers leurs fournisseurs. Le deuxième point que l'on retient, c'est la mise en place d'initiatives green par les régies, qui mettent en place des audits de l'impact de leur activité, qui déploient des outils de mesure des campagnes, en particulier par exemple des calculatrices carbone, et qui mettent en place des offres commerciales et des initiatives solidaires pour valoriser les communications responsables. Ça, on l'a entendu dans la plupart de nos entretiens. On voit bien que ça commence à se mettre en place dans les différentes régies, qu'il y a une vraie prise de conscience de l'importance de ce sujet. Enfin, on sent le besoin d'institutionnaliser encore plus la démarche, en particulier basée sur le rapport Leroy-Bousquet, de définir un périmètre de responsabilité clair pour chacun des acteurs et de pouvoir fédérer l'ensemble des acteurs autour d'un référentiel commun, transparent, de mesure de l'impact carbone et des meilleures pratiques. C'est par exemple le travail lancé et en cours par le SRI
pour un process et un référentiel partagé du calcul de l'empreinte CO2, ou c'est par exemple ce que l'UDECAM travaille actuellement pour permettre début 2022 de mettre en place un outil de mesure de réduction de l'impact CO2. En synthèse, que faut-il revenir très brièvement? Très forte croissance, rebond, mais croissance structurelle, d'après nous, de la publicité digitale. 42% de croissance sur S1 2021. Tous les leviers sont en croissance. Le social a connu la croissance la plus importante, puis le search, enfin le display. On a aussi des leviers à suivre dans le futur qui sont plutôt petits, mais qui vont croître fortement, comme l'audio digital, le retail média, et enfin la publicité digitale sur écran télé, qui sera l'objet d'une partie dans le prochain observatoire, comment la publicité digitale sur l'écran TV se décline et se mesure. On parle de la publicité segmentée, on parle de la Smart Télé, on parle de l'IPTV, on parle de la télévision en OTT, on pourra parler aussi de l'EVOD. Donc pour l'année 2021, nous attendons une croissance encore soutenue de 25 à 30%, donc un très bon deuxième semestre en perspective, et une attention très importante à avoir sur les sujets réglementaires ainsi que sur l'impact environnemental. Peut-être un petit coup d'œil ou clin d'œil pour terminer sur la progression de ce qu'on a appelé les GFA, Google, Facebook, Amazon. On pense que c'est important de suivre un peu ce genre d'indicateurs. On voit que ces trois gros acteurs, ces trois plateformes mondiales représentent maintenant 70% du marché de la publicité digitale. Ils en représentaient 66% au S1 2019. Ils ont toutes connu une croissance très importante de 50% par rapport au S1 2020, ce qui est à peu près le double de la croissance des autres acteurs. Donc on voit qu'on a une tendance là qui aussi s'affirme avec une part importante de ces trois acteurs qui peut soulever des questions en termes de pluralité des médias. Et in fine, de manière assez graphique, vous voyez comment le marché s'est accru avec un search qui a ajouté 459 millions au marché, un social 438 et le display 200 millions de revenus pour faire un semestre à 3,8 milliards. Voilà, je vais laisser maintenant Sylvia intervenir. Merci à tous. Alors, pas facile de prendre la parole après cette intervention dont certains enseignements sont assez interpellants. On va y revenir et j'imagine que vous aurez de nombreuses questions et remarques. Alors tout d'abord, je souhaitais remercier chaleureusement Oliver Wyman, Emmanuel, Valentin, toute l'équipe pour ce travail de grande qualité. Et c'est vrai, observatoire et après observatoire, cette finesse d'analyse et cette clarté de présentation, ce qui n'est pas toujours un équilibre facile puisque voilà, les données sont assez nombreuses. Bon, néanmoins, évidemment, je voulais aussi vous dire combien ces chiffres, quand on les regarde d'un point de vue macro, sont assez réjouissants, puisque c'est quand même une croissance sans précédent au niveau du marché global. Et ça montre bien évidemment la résilience de notre marché et également la résilience de tous ceux qui l'opéreront au quotidien. Et ça, c'est un point essentiel. Et c'est vrai qu'on a vécu des mois assez complexes. Alors, Emmanuel l'a dit, un des facteurs d'explication de ces niveaux de croissance sans précédent, c'est bien évidemment le contexte sanitaire et la digitalisation des usages, la digitalisation du marché publicitaire et plus globalement la digitalisation de l'économie qui là, effectivement, désormais de manière structurelle est là et bien là, que ce soit en France ou à l'international. Et un des facteurs clés, et c'est pour ça que c'était pour nous important de faire ce zoom ce matin sur le retail média au sens large, c'est bien évidemment le e-commerce. Mais cet observatoire de mi-année marque un tournant. Cet observatoire de mi-année montre que les compteurs s'affolent. Emmanuel l'a dit, plus de 80%
de la croissance est capté par le search et le social. Plus d'1 milliard d'euros de revenus publicitaires générés entre le S1 2019 et le S1 2021. Et donc, dans ce milliard d'euros, 867 millions d'euros donc, pour le search et le social. Si on devait faire une comparaison, ça correspond à peu près à l'intégralité des investissements sur l'out-of-home en 2020, y compris la partie digitale, juste pour vous donner un benchmark. Donc en effet, c'est assez considérable. Et Emmanuel l'a dit également, une part de marché de 70% avec 4 points d'optimisation par rapport à 2020. Alors, on l'a vu, donc ces croissances sont importantes, les contributions en volume sont fortes. Le search, c'est 450 millions d'euros sur un trimestre. Et c'est vrai, ce qui nous questionne, c'est le fait que cette PDM croisse en permanence, quelles que soient finalement les tendances macroéconomiques et les dynamiques d'audience, puisqu'on l'a vu pendant cette Covid, les audiences de médias historiques ou les audiences de propositions digitales locales ont extrêmement bien fonctionné. Mais malgré tout cela, c'est vrai qu'on a le sentiment d'une aspiration de la croissance et on peut se dire que ces acteurs ont définitivement pas le même biorhythme, que ce soit en termes de modèle et que ce soit aussi en termes, on va dire, de terrain de jeu économique au sens large et réglementaire. Alors c'est vrai que le SRI, année après année, constate que les écarts se creusent et que nos alertes répétées. Non, en fait, je vais arrêter cette phrase. Parce que vous savez, nous savons. Et c'est pas ce matin, cet observatoire de l'IPUB qui va, entre guillemets, réveiller les consciences. On voit bien et on le sait que ce digital et ces acteurs, ces fameux GFA dont parlait Emmanuel, de nouveau aspirent cette logique de croissance. Alors la question finalement, c'est pas est-ce qu'on sait ou ce qu'on sait pas, parce que ça, de nouveau, je maintiens qu'on le sait tous et qu'on en a conscience et qu'on ne peut pas se dire qu'on l'ignore. C'est est-ce que c'est ça que nous voulons? Le fameux new normal dont on a énormément parlé pendant la Covid, est-ce que c'est finalement ce new normal structurel que nous souhaitons? De nouveau, nous appelons à un rééquilibrage qui désormais nous semble vital. Pas uniquement dans une logique de devoir démocratique et de se dire bah oui, je vais un peu aider les acteurs digitaux nationaux. C'est pas ça, c'est aussi par choix. Parce que je maintiens et je défends, et les 40 slides d'Oliver Wyman ce matin nous ont donné des lignes de force, des lignes sur lesquelles nous, acteurs alternatifs au GFA, nous pouvons aussi être force de proposition. Que ce soit le e-commerce, et Emmanuel a cité un certain nombre de référents au niveau France et au niveau européen, Le Bon Coin, Carrefour Média, Leclerc, donc il y a un certain nombre d'acteurs qui sont présents, les opérations spéciales, l'audio, la programmatique, le natif. Et c'est vrai que pour nous, on y voit là, effectivement, des sillons à creuser et à marquer notre différence. Tout l'enjeu est de se dire qu'on ne va pas subir et que de nouveau cette Covid, parce qu'on voit quand même les chiffres au niveau du display, ok, il y a YouTube dedans, mais néanmoins les chiffres du display sont quand même aussi très en croissance, ça veut dire qu'on peut effectivement, nous aussi, générer cette capacité à défendre et reprendre de la valeur. Par une proposition premium que l'on défend, par une proposition performante. Il n'est pas question d'opposer finalement ces GFA qui, quelque part, auraient l'apanage de la performance et tous les autres ne seraient pas performants et uniquement dans une proposition, entre guillemets, de branding, d'image, d'exposition. Absolument pas. Il n'y a pas une journée où il n'y a pas une régie du SRI qui ne se pose pas la question de comment, effectivement, proposer un meilleur ROI et proposer des actions performance avec des KPI mesurés. L'autre point, c'est évidemment la capacité que nous avons à proposer des environnements brain-safe. Et l'UDECAM nous a transmis des données sur le label Digital at Trust dans le cadre de cet observatoire. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en termes de part de marché, le poids des sites labellisés sur le total investissement display gagne 4 points et est désormais à 28%. Néanmoins, on est d'accord, ce n'est pas encore suffisant et il faut bien évidemment poursuivre les efforts. L'autre game changer, et ce sera mon dernier mot, c'est bien évidemment l'enjeu d'une publicité plus durable et responsable, où là aussi, nous avons une très belle partition à jouer parce qu'elle est nécessaire, parce qu'elle fait sens et parce que, comme Emmanuel l'a dit, les différents acteurs de la filière de la communication se sont mobilisés, que ce soit au niveau du front agence, Gauthier en dira probablement quelques mots, au niveau des annonceurs et bien sûr au niveau des régies. Et nous, le SRI, nous avons lancé notre programme, le SRI engagé pour le climat, où on a ce rôle, quelque part, de médiateur positif, contributif pour déterminer un référentiel commun, partagé, qui permettra une meilleure interopérabilité
avec les acteurs de la chaîne et effectivement converger vers un objectif commun. Là encore, ce n'est pas, entre guillemets, un enjeu de précipitation, mais c'est bien un processus d'amélioration continue qui doit embarquer tous les acteurs, les petits, les moyens, les grands acteurs, par rapport à ce sujet qui est un sujet de nouveau absolument décisif par rapport dans le cadre de la société dans laquelle nous évoluons et sur lequel nous allons évoluer. Voilà pour ces quelques mots. On se dit que cette fin d'année va être effectivement assez forte, on l'espère, en termes de recovery. Je le redis, les estimations Wyman pourraient mettre le digital à un marché autour de 7 milliards, 8 milliards au maximal, ce qui serait quand même assez incroyable. Donc, de nouveau, n'oubliez pas l'enjeu de faire cher. Gauthier. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci Sylvia, merci Emmanuel, effectivement, pour cette présentation. Comme chaque année, l'UDECAM est absolument ravi de participer à ce baromètre, ce 26e baromètre. Je reviendrai sur les chiffres, ils sont impressionnants et je pense qu'on peut s'en féliciter parce que de voir à un moment les marques réinvestir, eh bien c'est positif tout simplement pour la croissance économique de notre pays, c'est positif pour l'ensemble de notre écosystème, donc plus 1 milliard déjà rien qu'au premier semestre, je pense qu'on peut tous s'en féliciter. Alors je ne sais pas si le marché sera à 8 milliards ou 7 milliards, quoi qu'il en soit, le digital deviendra clairement le premier média en France. Et je pense que ce premier média donc déclaré et annoncé va devoir faire aussi face à tout simplement des obligations de devoirs et de responsabilités. Sylvia l'a dit, des devoirs d'équité, de pluralisme, mais surtout aussi de tout simplement de responsabilité tout autant sur le domaine de l'écologie, mais aussi sur la brand safety, sans exclure ce qui est très important au quotidien pour les annonceurs et les marques, et bien tout simplement la performance. Alors, il y a un tournant évidemment, on le voit encore sur le pluralisme, mais je pense réellement qu'il y a un tournant à un moment pour les marques, pour réellement montrer l'efficacité de ce digital, une efficacité, je dirais, partagée, une création de valeur aussi bien pour les acteurs que pour les marques, et que ce second semestre et 2022 va être la nécessité d'un travail encore plus collectif, de plus d'intelligence partagée, pour se poser la question de comment le digital contribue mieux encore à faire construire les marques, comment peut-on mieux suivre cette performance et donc effectivement peut-être mieux partager cet investissement grandissant. Sylvia l'a souligné, l'UDECAM accompagne très fortement le label Digital at Trust. C'est important pour nous tous car on considère qu'à un moment des environnements sains, des environnements de qualité sont propices pour les marques et c'est uniquement dans ces environnements que les marques doivent construire leur propre équité et leur propre histoire. L'UDECAM continuera à investir fortement dans ce label. On a gagné 4 points encore cette année. 28%, c'est déjà un bon score. Certes, ça ne sera jamais suffisant, mais je pense que la trajectoire est donnée. Mais plus que jamais, plus que ce score uniquement dans le Digital at Trust, ce qu'il faut, c'est réellement, on va dire, investir pour le futur. C'est quel futur veut-on avec le digital? Quel futur pour les marques veut-on? Il y a une place pour tout le monde. Maintenant, il faut trouver un juste équilibre entre ce devoir, donc comme je le disais, d'équité, de pluralisme, et puis surtout à un moment de protection des marques, parce que plus que jamais, en devoir de numéro 1 aujourd'hui média, ce qu'il faut, c'est de protéger les marques. Mais je pense que gardons en tête l'optimisme et surtout tout le côté positif de ce baromètre. C'est un baromètre assez exceptionnel, plus 1 milliard d'investissements nets sur un semestre, une prévision qui va varier entre plus 15% à plus 30% pour les optimistes sur l'année. Moi, quoi qu'il en soit, on sait déjà et d'ores et déjà, et c'est quand même assez agréable de le dire, que l'année sera très digitale et donc on ne peut que s'en féliciter. Merci encore à tous. Merci à TF1 de nous avoir conviés dans son auditorium. Merci Hélène pour l'organisation de ce baromètre. Merci à Olivier Wadman. Et puis rendez-vous maintenant dans 6 mois pour voir si les prévisions se justifient, si ensemble on arrive à retrouver équité et pluralisme. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, bonjour, Thierry Amar, Offre Média. Donc vous avez relevé évidemment le milliard supplémentaire largement occupé par les GFA. Est-ce qu'on a une idée du type d'annonceurs qui poussent vers ces GFA? Est-ce que ce sont les grandes marques? Est-ce que ce sont des challengers? Est-ce qu'on a des idées là-dessus? Qu'on réponde à 2 voix, Sylvia.
En fait, on voit qu'il y a énormément de petits annonceurs en fait, qui font la croissance du marché. Ce qui pousse beaucoup depuis plusieurs années maintenant le regain de croissance d'un Google ou d'un Facebook, c'est la capacité à atteindre ces SOHO, ces petites entreprises, ces PME, avec une offre très simple, une expérience utilisateur simplissime. Donc, c'est très facile pour n'importe quel SOHO d'aller acheter une publicité pas très chère. Et donc, c'est eux qui font, en fait. C'est surtout cette long tail. Bien entendu, ils ont aussi des grands annonceurs, etc. Mais c'est surtout les petits annonceurs qui font la croissance de ces grandes plateformes aujourd'hui. Il ne semble pas de questions sur Twitter. Donc il nous reste, je pense, à conclure et à vous remercier à tous de votre attention. Merci beaucoup. Merci.